Les grands entretiens de Jean-Jacques Seymour. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du livre au Jardin des Livres du pétrole et du sang, Mohamed Ben Salman, je reçois Pierre Jovanovic. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. J'ai cette photo sous les yeux. Ça, c'est une photo de l'AFP il y a quelque temps déjà. Et on voit bien la soumission, on va dire, d'Emmanuel Macron comme d'autres, chef d'État, pas que lui. Mais on voit bien la soumission à Mohamed Ben Salman. On voit bien qui contrôle le monde. C'est très net. En tout cas, c'est une photo marquante du jour. Et puis, il y a cette longue poignée de main entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, qui était devenu un paria sur la scène internationale depuis que la CIA avait pointé sa responsabilité dans l'assassinat horrible du dissident Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi est entré dans le consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul pour ne jamais en ressortir. Sauvagement assassiné, son corps démembré et jamais retrouvé, Jamal Khashoggi avait pour seul tort d'avoir à plusieurs reprises dans son travail de journaliste critiqué les autorités saoudiennes. Également chroniqueur au Washington Post, il gênait le régime du prince Ben Salman. Mohamed Ben Salman a déclaré qu'il assumait la pleine responsabilité de ce crime haineux commis par des hommes travaillant pour le gouvernement saoudien, mais il a nié avoir commandité le meurtre de Jamal Khashoggi. Et Dieu seul sait si Donald Trump, à l'époque qui était président, avait tout fait, si vous voulez, pour ralentir les accusations de la CIA, parce qu'il a fallu attendre quasiment un an avant que la CIA, effectivement, accuse Mohamed Ben Salman, enfin du moins sans l'accuser directement, en pointant les doigts sur les responsables, entre guillemets, ainsi de suite, quoi, en restant très vague, mais tout le monde avait bien compris que de toute façon la CIA ne pouvait pas faire autrement que reconnaître effectivement la responsabilité des Saoudiens, en particulier de celle de Mohamed Ben Salman, qui a voulu avoir la peau et les tripes du journaliste Jamal Khashoggi. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, Mohamed Ben Salman ne peut plus mettre les pieds ailleurs. Il ne peut pas avoir d'apparition publique, que ce soit à Londres, à Berlin, à Madrid, même pas parler des États-Unis. Et pourtant, Emmanuel Macron est allé le voir, est allé chez lui. Ah bah c'est moins risqué, là il risque pas avoir de manifestations. C'est sûr, mais quand même signé avec lui un contrat d'armement très important et qu'il a l'air même de le rétablir sur la scène internationale. Il ne pourra pas. De toute façon, Macron avait déjà fait le dos rond avec cette affaire de Jamal Khashoggi. Nous, on l'a vu. Vous avez eu le courage de chroniquer le livre, mais 99,9% des journalistes français, dont les médias, si vous voulez, sont contrôlés plus ou moins par les banques, plus ou moins par l'Élysée, ou plus ou moins par des sociétés appartenant indirectement aux Saoudiens, et ils se sont autocensurés. Par exemple, l'agence France-Presse n'a pas fait une seule dépêche sur la sortie de ce livre, ce qui est absolument et purement scandaleux, quoi. Pas que l'AFP d'ailleurs, qui n'est pas parlé de ce livre. Ah non, il n'y a pas que l'AFP. Reuters, enfin bon, ils ont tous écrasé. Parce que les Saoudiens en général et Mohamed Ben Salman en particulier distribuent ces milliards à qui il veut, enfin du moins à qui fait acte de soumission. Et d'ailleurs les deux journalistes, alors précisons si vous voulez que ça a été écrit par Bradley Hope et Justin Check. Qui sont deux grands reporters du Wall Street Journal. Voilà, donc c'est quand même des gros calibres, c'est des vieux routiers, ils étaient en poste justement en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient, ils ont des années et des années d'expérience, ils étaient vraiment au cœur du sujet, même dans la cour royale, et ils nous montrent bien, si vous voulez, l'envers du décor avec ce livre. C'est là où ce livre est absolument révolutionnaire, parce que la monarchie saoudienne a toujours été un mystère. Mais là, après la lecture de ce livre, là, je réalise, si vous voulez, que c'est plus qu'un mystère, quoi. C'est le Moyen-Âge transporté au XXIe siècle. Parce que c'est véritablement un système politique totalement moyenâgeux, mais qui fonctionne au XXIe siècle avec des armes du XXIe siècle, quoi. Oui. Avec des chars, des tanks, etc. Avec un prince qu'on essaye de nous vendre à l'Occident comme un grand réformateur, alors qu'en fait c'est un véritable psychopathe et qui jette en prison tous les opposants. Il suffit de voir ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi. Mais justement, on vit une drôle d'époque dans laquelle on peut faire découper un journaliste à la scie et puis finalement rester un interlocuteur valable. C'est ainsi que je le vois, moi, quand je vois Emmanuel Macron se précipiter là-bas. C'est-à-dire que quand vous avez à peu près 20 milliards de marchandises militaires à vendre, Emmanuel Macron a choisi, si vous voulez, de passer l'éponge, comme on dit, sur les taches de sang. C'est le cas de le dire. Les armes françaises ont-elles tué des civils au Yémen ?
Sur la ligne de front, l'Arabie Saoudite utilise depuis 3 ans beaucoup d'armes américaines, mais pas seulement. La France a vendu des chars Leclerc que l'on voit ici en exercice, ou encore des canons César, armes redoutables engagées par les Français en Irak. Un dossier embarrassant pour le gouvernement. L'utilisation des armes, une fois livrées, est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer. Non, mais c'est absolument consternant. Mais vous verrez bien que Mohammed Ben Salman, à cause de ce qui s'est passé avec Khashoggi, aujourd'hui ne peut plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne peut plus mettre les pieds dans une seule capitale occidentale sans qu'il y ait des manifestations colossales en opposition. C'est-à-dire que c'est même pas les journalistes qui agitent ça, c'est les citoyens normaux, comme les citoyens normaux défendent aujourd'hui bec et ongle le cas de Monsieur Assange, qui va être extradé aux États-Unis. Alors bien qu'un juge en fait avait déclaré sa première extradition irrecevable, c'est tout à fait scandaleux. Mais là, je fais une parenthèse. Vous voyez bien comment les Américains, notamment la CIA, fait chanter la couronne britannique avec toutes les vidéos qui ont été faites du prince Andrew avec toutes les gamines de 14, 15, 16 ans que Monsieur Epstein lui fournissait et qu'il filmait, alors que le prince Andrew ne le savait pas. Vous avez d'ailleurs sorti un livre sur Epstein, oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça que je vous en parle. D'autant qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations maintenant qui sont sorties et qu'on a le procès de Ghislaine Maxwell. D'ailleurs, le dossier est tellement explosif que la juge a décidé de ne pas rendre public l'agenda avec tous les noms qui se trouvaient dans son bloc-notes, dans son annuaire. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, le nom de Brigitte et Emmanuel Macron s'y trouve. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, enfin il n'y a pas que, une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, la juge américaine a décidé effectivement de ne pas rendre public cette pièce du dossier. C'est une pièce à conviction, en fait. Lorsqu'on va ce voyage, on veut en tirer certaines leçons. Moi, je me dis, est-ce que l'impunité, finalement, n'a pas triomphé ? C'était le moment le plus délicat de ce déplacement pour Emmanuel Macron et cela va rester comme l'image du jour et de cette tournée, cette longue poignée de main entre le président français et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Cette visite d'Emmanuel Macron, c'est la toute première d'un leader d'un grand pays occidental depuis l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. L'impunité triomphe comme, vous savez, comme elle a triomphé en Union soviétique, en Russie. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs journalistes qui ont été assassinés simplement parce qu'ils dénonçaient la corruption totale d'un système. C'est pas si vieux que ça. À l'île de Malte, on a retrouvé une journaliste assassinée qui dénonçait la corruption de la totalité des hommes politiques de l'île de Malte, qui étaient vendus eux aussi à des milliards, mais les milliards de Kadhafi. Donc, vous savez, dès qu'il y a beaucoup d'argent, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais là, si. Ça a l'odeur du sable, du pétrole. D'ailleurs, cette photo le montre bien, si vous voulez, cette soumission, en échange de plusieurs dizaines et des dizaines de milliards d'exportations. J'ai presque envie de vous dire que la réelle politique l'a emporté. C'est ça la leçon. C'est-à-dire qu'en France, il ne nous reste plus grand-chose comme industrie. Je rappelle, ça fait quand même 20 ans qu'on désindustrialise. Vous avez vu que grâce à Éric Zemmour, cette affaire de désindustrialisation est sur le tapis. D'ailleurs, on l'a vu lors du débat avec le ministre de l'économie. Il faut rappeler, si vous voulez, qu'une des industries qui reste en France, et encore, c'est quand même l'industrie militaire. Je précise quand même que par rapport à ce qu'il y avait avant, il ne reste plus que la moitié, voire le quart. Je vous donne un exemple très simple. La police nationale comme la gendarmerie ou les militaires ne sont plus équipés d'armes fabriquées en France, alors qu'avant la France était capable de fabriquer ses propres armes. La gendarmerie aujourd'hui est équipée de fusils mitrailleurs allemands. Ce qui doit faire rire les Allemands à gorge déployée. Les munitions sont fabriquées au Maroc, même ça a été exporté. La tenue des militaires, les survêtements, je crois que 80% des vêtements aujourd'hui sont fabriqués en Tunisie ou au Maroc, alors qu'avant tout était fabriqué soit dans le Nord ou en Bretagne. Enfin, la Bretagne encore a réussi à garder, si vous voulez, la fabrication des pulls pour la marine nationale et des choses comme ça, mais tout absolument a été délocalisé. Vous savez, bientôt il ne nous restera plus grand-chose à vendre. Donc là, on voit, c'est une tentative... c'est une réussite, on va dire, entre guillemets, parce que Mohammed Ben Salman a besoin de se racheter une conduite, mais il ne pourra jamais se racheter une conduite parce qu'il est marqué à vie, si vous voulez, étant donné qu'il a du sang sur les mains. Le sang sur les mains de Jamal Khashoggi. On a le livre qui a été écrit par les 3 journalistes turcs qui ont révélé l'affaire au monde, c'est l'affaire Khashoggi, au Jardin des Livres. Et donc, celui-ci, je dirais pas que c'est un complément, c'est une biographie de Mohammed Ben Salman. Et
Moi, je me suis toujours demandé, si vous voulez, ce qui se passait, où allait l'argent, si vous voulez, quand on fait le plein de notre voiture, hein, benoîtement, vous savez, quand vous attendez, que vous regardez le montant, vous savez, qui déroule sur la station-service. Qui est de plus en plus important aujourd'hui. Exactement. Et vous vous dites, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Là, pour une fois, franchement, avec ce livre, on le sait. Pour moi, c'est une découverte totale, si vous voulez, parce que je pensais que le dernier régime médiéval, en quelque sorte, était au Japon. C'est-à-dire que l'empereur du Japon, etc., ils sont restés, si vous voulez, avec leur tradition quasiment médiévale. Même si c'est hyper moderne, c'est hyper médiéval. Dans la structure de la société, et ainsi de suite. C'est également le cas en Inde, même si c'est ultra modernisé. Mais là, chez les Saoudiens, eux, ils sont dans un système totalement médiéval, mais contrairement à l'Inde et au Japon, ils n'ont rien à vendre, à part du pétrole. Ils ont strictement rien. Rien de rien. Et c'est vraiment étonnant. Et donc, la presse française, occidentale, par exemple Le Point, qui aime beaucoup Mohammed Ben Salman, bien qu'il ait assassiné un journaliste, et c'est amusant, hein, apprécie beaucoup Mohammed Ben Salman. Hein, voilà. Et en fait, ce qu'on voit dans ce livre, si vous voulez, c'est que vous avez le trio, une triangulation du monde, États-Unis, Israël et Riyad. Et ces trois contrôlent le monde. Et on voit dans le livre à quel point, si vous voulez, les services israéliens collaborent joyeusement avec les services saoudiens. C'est même stupéfiant d'ailleurs, moi je ne le savais pas du tout. Pour les Saoudiens, si vous voulez, il est vital de se débarrasser d'un concurrent que vous connaissez bien, c'est l'Iran. Vous avez en plus, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous avez deux guerres de religion. Hein, c'est-à-dire que vous avez l'islam saoudien, qu'on connaît bien ici, hein, qu'on voit en France, c'est l'islam saoudien qu'on trouve dans toutes les cités interdites, on va dire, où les policiers et les pompiers sont accueillis à coups de frigo et de cocktails Molotov, de boules de pétanque et que sais-je encore, contre l'islam iranien. Mais c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de le schisme entre protestants, catholiques, orthodoxes. Vous voyez, c'est un peu de ce même niveau, sauf que là, on est encore au système médiéval et qu'ils sortent encore les couteaux, ils se découpent en tranches. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et au-delà de ça, cette couverture le montre bien, parce que moi, franchement, ça m'a fait penser, hein, mais toujours, hein, j'en ai déjà parlé, vous savez, au personnage dans Tintin, vous savez, Hergé, il y avait le petit Abdallah. Oui. Qui faisait tout le temps des blagues au capitaine Haddock, des sales blagues d'ailleurs, mal élevé et compagnie. Mohammed Ben Salman, c'est Abdallah devenu grand, devenu adulte, qui a pris le pouvoir sur son père. Et qui a pris le pouvoir. Absolument. Oui. Bon, en même temps, quand vous lisez le livre, c'est pas bien difficile. C'est-à-dire entre les 20 000 princes, mais je veux dire, ils sont complètement dégénérés pour la plupart, mais surtout ceux qui pouvaient prétendre en fait au pouvoir sont soit drogués, on va simplifier la chose, sont soit drogués jusqu'aux yeux, ou alors ils n'arrivent absolument pas à sortir, si vous voulez, de ce cycle infernal, si vous voulez, vous savez, quand ils font venir 200 prostituées. D'ailleurs, on voit dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle... Oui, sur les Maldives. Oui, sur l'orgie aux Maldives. Oui. Non, mais attends, je veux dire, là, vous dites, ouais, j'ai d'accord. Même Elon Musk, c'est un petit joueur, quoi, à côté, vous voyez, c'est en question orgie, etc. C'est un niveau, si vous voulez, on a du mal à imaginer la vie de ces gens qui ont tous entre 1 et 10, voire 100, voire 1000 milliards sur leur compte bancaire, perso. Et c'est ça qui est étonnant. Et donc, il n'a pas eu beaucoup de mal à prendre le pouvoir, tant et si bien, si vous voulez, que quand il s'agissait vraiment de... Parce que les Saoudiens ne gagnent plus autant d'argent qu'avant, hein, vous vous rendez compte, même eux, ils sont dans la dèche, hein, quelque part. Il a envoyé la police à tous les princes milliardaires qui faisaient leur fortune de leur côté sans jamais payer un seul centime à l'État. Et il y a eu l'affaire du Ritz. Et l'affaire du Ritz. Prince, ministre, homme d'affaires, personne n'est épargné par le séisme politique qui ébranle l'Arabie Saoudite. Pour lutter contre la corruption, le prince héritier du royaume ultra-conservateur s'est en effet lancé dans une purge sans précédent. Des dizaines de personnalités ont ainsi été interpellées, de hauts fonctionnaires ont été limogés. Là, on a tout, hein. C'est vraiment, dans ce livre, on a vraiment... c'est tout à fait étonnant, si vous voulez, ne serait-ce qu'au terme anthropologique, sociologique, actualité, enfin, je veux dire, vraiment, on a tout. Ce livre, pour moi, était une révélation, et c'est pour ça qu'on a décidé de le traduire en français, parce que franchement, ça dépayse, hein. C'était le moins qu'on puisse dire. Quand vous lisez ça, je vous dis, c'est comme un Tintin pour adultes, quoi. Puis là, on n'a pas qu'une seule Castafiore, on en a des milliers, là. Oui. Donc, assassinat du journaliste. Kidnapping du Premier ministre libanais, c'est pas rien. Oui, Harari, oui. Dans le genre... Non, mais je sais pas si vous réalisez. Oui, il y avait eu l'intervention d'ailleurs d'Emmanuel Macron.
Selon une partie de la classe politique libanaise, Hariri est bel et bien retenu prisonnier en Arabie Saoudite. Il faudra plusieurs semaines et l'intervention de la France pour résoudre cette crise diplomatique. Il y a eu l'intervention d'Emmanuel Macron, évidemment, donc il a été obligé de lâcher du lest, hein, c'est clair. Mais clairement, il a passé une sale semaine, hein, le Premier ministre libanais. Bon, en même temps, il faut dire, si vous voulez, que entre corrompus, parce que plus corrompu que le Premier ministre libanais, je vous rappelle par exemple, vous savez quand j'étais au Liban, vous savez pour la crise bancaire, on en a parlé ensemble lors de notre dernière émission. On a même fait une émission ici. Il y a 6 mois, voilà. Les Libanais ont appris, si vous voulez, que le Premier ministre libanais, donc Hariri, qui est marié, donc avec des enfants, etc., était tombé fou amoureux d'une mannequin blonde sud-africaine, blanche, vraiment comme une suédoise, quoi. Vous savez, le mannequin, quoi. Bon, il n'arrivait pas à la séduire, évidemment. Donc il a commencé par lui envoyer, si vous voulez, une rivière de diamants, ensuite une Jaguar, et puis ensuite c'était à coup de millions de dollars. Et au bout de, si vous voulez, sa vertu, comment dire, a fondu, au bout de, je sais pas, je pense l'équivalent de 10 millions de dollars. Alors, le scandale, si vous voulez, a été, si vous voulez, c'est que le Premier ministre libanais s'est offert une pute, hein, on va dire ça comme ça, pour l'équivalent, je crois que c'était 100 millions de dollars au total, de cadeaux, de machins et trucs. Et on l'a appris, le fisc sud-africain, découvrant la chose, a fait un procès à cette mannequin pour ne pas avoir déclaré tous ses gains sur sa déclaration d'impôt. Donc ça a été un scandale vraiment des deux côtés, aussi bien au Liban qu'en Afrique du Sud. Et pour revenir à Mohammed Ben Salman, qui n'est pas en reste dans ce genre de choses, il a carrément enfermé dans une pièce le Premier ministre libanais qui était venu lui réclamer des milliards pour sauver le Liban. Parce que déjà, eux savaient, si vous voulez, que le Liban, enfin le système bancaire libanais était à bout de souffle, et que la grande escroquerie, si vous voulez, de la Banque centrale du Liban allait finir par se voir. Ce qui s'est passé effectivement au mois de janvier 2020. Oui, mais aujourd'hui, en allant là-bas, c'est aussi le même principe. Emmanuel Macron demande à Ben Salman de l'aider à régler le problème libanais. Oui, mais il veut pas. Il a fermé la porte, là. Il a fermé la porte, d'une part, parce qu'il y a le Liban aujourd'hui, si vous voulez, est partagé et divisé en 2, voire en 3. Mais surtout, il y a le Hezbollah, si vous voulez. Le Hezbollah, c'est l'Iran. Et les Iraniens de le Hezbollah, qui contrôle l'aéroport, je vous le rappelle, je l'ai vu moi, hein, c'est vraiment une ambiance bizarre, hein. On a vraiment l'impression d'être dans un... À nouveau, je reviens vers lui parce que c'est vraiment le Zola de l'actualité internationale, c'est Gérard de Villiers qui a vraiment fait beaucoup de livres sur le Hezbollah et sur les Iraniens et sur leur manière de fonctionner, et à l'aéroport de Beyrouth, on l'a vu. Donc vous imaginez la rencontre entre le Premier ministre libanais et Mohammed Ben Salman, ça devait être quelque chose. Il l'a fait chanter, il a exigé un certain nombre de choses que vous verrez dans le livre, et c'est effectivement Macron était venu à la rescousse pour le sortir de la prison saoudienne, quoi. Et c'est incroyable, mais c'est tout à fait incroyable. Vous savez qu'avec Mohammed Ben Salman serait capable de faire la même chose avec Macron ou avec Pécresse. Ces gens-là sont complètement fous, vous savez, quand ils ont des milliards. On en parle comme étant un véritable psychopathe. Mais ces gens sont des psychopathes quelque part. Vous savez, je crois qu'à partir du moment où vous avez 10 milliards ou 100 milliards sur votre compte bancaire, vous devenez un psychopathe si vous n'avez pas de spiritualité. On le voit avec Bill Gates aujourd'hui. Bill Gates est devenu un psychopathe, littéralement. Je vous rappelle qu'il est allé avec Monsieur Epstein à Bruxelles et à Strasbourg pour se renseigner sur la politique sanitaire européenne, donc pour préparer l'opération virus, machin, etc., comme l'a montré Philippe Aymar dans son livre. Mais surtout, il est allé ensuite à Oslo, il a exigé, si vous voulez, du comité Nobel de recevoir le prix Nobel. Rien que ça. Je sais pas si vous voyez le truc, quoi. C'est, je veux dire, moi je suis riche, machin, truc, donc donnez-moi le Nobel, quoi. Vous savez, c'est un peu comme ces acteurs Hollywood, parce qu'à un moment donné, c'était la mode d'être décoré de la Légion d'honneur par le consul de France à Los Angeles. C'était la mode. Donc le consul de France que j'ai connu là-bas était submergé d'appels de différents agents d'acteurs pour qu'ils leur donnent le petit ruban parce que ça le fait, quoi. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Donc c'est des psychopathes, et Mohammed Ben Salman est un psychopathe. Dans le sens où, quand quelqu'un lui déplaît, c'est directement en prison, ou découpé en tranches, ou torturé, et ainsi de suite. Les réformes économiques et sociales se succèdent. En juin dernier, les femmes obtiennent enfin le droit de conduire dans le pays. Mais à chaque réforme, sa contradiction. Au même moment, plusieurs militantes des droits des femmes finissent derrière les barreaux, en même temps que des religieux et des opposants au pouvoir.
Une vague d'arrestations qui n'émeut qu'un pays, le Canada. Son gouvernement s'offusque sur Twitter. Réponse de Riyad, l'ambassadeur canadien est expulsé. Au Moyen-Orient, vous savez, les mentalités sont totalement différentes. L'esclavage existe encore en Arabie Saoudite. Oui. Avec toutes les domestiques indonésiennes, malaisiennes, etc., qui se plaignent régulièrement lorsqu'elles ne sont pas assassinées, découpées en tranches et jetées dans le désert. Et c'est tellement fréquent. Même en France et surtout en Angleterre, vous avez régulièrement des domestiques qui finissent par se réfugier dans un commissariat. Et ça arrive régulièrement, j'en ai déjà parlé, mais vous savez, le fameux plombier qui n'avait pas fait son boulot dans la salle de bain d'une princesse saoudienne qui a été tabassé par son garde du corps. C'était à Neuilly. Là, à côté de Paris. Dites-moi, même s'il a encore le titre de prince héritier, est-ce que Mohammed Ben Salman est-il encore au contrôle de l'Arabie Saoudite ? Oui, tout à fait. Il est en contrôle complet, total. La preuve, c'est qu'il a fait découper Jamal Khashoggi en morceaux. Ça, c'est terrifiant. Pour que tous les systèmes, si vous voulez, les services secrets lui obéissent. Le problème, si vous voulez, c'est que tous ces gens, si vous voulez, sont riches comme Crésus et ils n'ont pas le niveau. Et c'est ce qu'on voit très clairement dans la biographie de Bradley Hope et de Justin Sheikh, c'est que quand il fait des réunions, par exemple des réunions ministérielles, on va dire, ou royales, je sais pas quel titre on peut le mettre dessus, en fait les gens ils n'ont pas les qualifications. Donc que fait Mohammed Ben Salman ? Il fait appel aux boîtes de consulting américaines. McKinsey, Bain & Company, etc., etc. Vous avez toutes les grosses compagnies qui d'ailleurs dépendent pour leur grande majorité de la CIA. Et donc ce sont les Américains, si vous voulez, qui fournissent toutes les idées de développement politique, économique, immobilière, social, etc. C'est vraiment étonnant. La meilleure preuve qu'ils ne sont pas à la hauteur, si vous voulez, en termes de formation. Prenez l'exemple de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Mohammed Ben Salman avait envoyé la crème de ses services secrets, des techniciens, ceux qui font les nettoyages, pour vérifier s'il n'y a pas des micros dans les murs, etc. Et donc une équipe, avant même l'équipe des assassins, une autre équipe était venue avant celle-là, et donc ils ont passé les murs du consulat avec leurs appareils électroniques, etc. Ils n'ont rien vu ni décelé dans les murs, alors que les services turcs avaient plombé leurs murs de micros. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi, qu'ils aient rien vu. Donc, vous voyez l'incompétence de tous ces gens. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. C'est ce qu'on voit. Quand je vous parlais d'un royaume médiéval, littéralement du Moyen-Âge, et encore, nous, au Moyen-Âge, on avait l'amour courtois, on avait la chevalerie, on avait, vous savez, les poèmes épiques, etc. Là, chez les Saoudiens, on n'a rien de tout ça. Je rappelle que le monde entier a salué Mohammed Ben Salman comme étant un libérateur sous prétexte qu'il a permis aux Saoudiennes de passer le permis de conduire. Alors que le même jour, il jetait en prison une Saoudienne qui se battait pour les libertés des femmes saoudiennes. C'est quand même énorme. Vous voyez à quel point la presse internationale est achetée par les Saoudiens ? C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant le fait qu'ils permettent aux femmes de conduire. Tu parles d'un progrès. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Je rappelle que Atatürk, lui, a donné le droit de vote aux femmes dès qu'il a pris le pouvoir. De Gaulle a donné le droit de vote aux Françaises peut-être 10 ans après Atatürk. Et monsieur Mohammed Ben Salman autorise les femmes à conduire un véhicule. Tu parles d'un progrès. Mais le même jour, il jette dans ses geôles Louadjine al-Khatoul, qui défendait les droits des femmes, a été arrêtée et, selon certaines informations, torturée. Elle s'appelle Loujaïne Al-Atloul, est une ardente militante de la cause des femmes saoudiennes et vient d'être condamnée à 5 ans et 8 mois de prison en vertu d'une loi antiterroriste en vigueur dans le royaume. Une peine assortie d'un sursis de 2 ans et 10 mois. Elle a 30 jours pour faire appel de sa condamnation. Et ensuite, vous avez la presse américaine qui le nomme l'homme de l'année. Non mais quelle blague, quoi. Pourquoi une telle brutalité ? Parce que c'est la brutalité, si vous voulez, déjà du Moyen-Orient. Il y a une forme de brutalité, si vous voulez, qui est toujours latente. Elle est toujours là. C'est quelque chose qui est très très bien décrit par Laurence d'Arabie, qui a permis justement aux Saouds de devenir indépendants. C'est grâce à Laurence d'Arabie, entre autres. Enfin, aux Anglais surtout, et aux Américains, que les Saoudiens ont pu se construire, après l'Empire ottoman. Attendez, je reviens sur une idée là, tout à l'heure, parce que le tiroir est resté ouvert. Quand je vous parlais, si vous voulez, de ce triumvirat, Israël, États-Unis et Arabie Saoudite. Et vous avez cette photo extraordinaire où vous avez le roi Saoud avec Donald Trump. Ils sont en train de poser leurs mains sur un globe géant. Vous l'avez dans le livre. Et on voit bien qu'ils veulent contrôler le monde. Et moi qui suis attaché au symbole, et je pense que vous aussi, il faut quand même noter, si vous voulez, que le drapeau saoudien, si vous voulez, il y a quand même un sabre. Ils expriment clairement, ils montrent clairement ce qu'ils vont faire.
Hein, nous, on n'a pas une guillotine sur notre drapeau. Alors que eux, oui, vous avez des condamnés à mort toutes les semaines. En place publique, hein, je rappelle, ils coupent les têtes, ou ils coupent les mains. Oui, c'est très clairement décrit d'ailleurs dans le livre. Je me souviens, si vous voulez, d'une dépêche AFP que j'ai vu passer, je sais pas, peut-être il y a 4-5 ans, d'un prince saoudien qui a pété un plomb contre son butler anglais, le maître d'hôtel. Donc il l'a fait venir de Londres, il l'a attaché à sa Land Rover, il l'a traîné pendant quasiment 1 heure dans le désert. Et le type était complètement ensanglanté, avec la peau arrachée, etc. Enfin, je veux dire, les Saoudiens, c'est pas des enfants de cœur, hein, c'est pas la mafia corse à côté, c'est des rigolos, hein, oui. C'est des anges. Hein. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que cette violence, elle est inhérente à l'aristocratie. L'aristocratie saoudienne, c'est quelque chose de tout à fait admis, naturel, etc. Ça les scandalise pas. Tout ça normal, si vous voulez, de couper la tête à un domestique qui a cassé un vase ou une assiette. Là, vous nous éclairez sur la brutalité. Oui, mais il n'y a pas que ça. Donc, en ce moment, Mohamed Ben Salman, si vous voulez, mène une guerre contre les Iraniens à travers le Soudan. Vous le savez bien, vous êtes un journaliste spécialisé dans les relations internationales. Et il y a surtout le Yémen. Il y a aussi le Yémen, mais aussi le Soudan. Oui. Il y a les deux. Oui. Il y a les deux. C'est vraiment empêcher les Iraniens, et comme ça arrange les Américains, effectivement, donc les Américains les aident donc à faire leur guerre. Puis ça les arrange parce que ça leur permet de leur vendre les chars, les missiles, les armements et que sais-je encore. Enfin, c'est absolument étonnant. Mais est-ce qu'il aurait eu autant de liberté à l'international si Trump n'avait pas été au pouvoir ? Oui, je pense, parce que d'une part, Trump et l'entourage de Trump, d'ailleurs on le voit, il y a un chapitre, même plusieurs d'ailleurs, qui sont consacrés aux relations entre Trump, l'administration américaine en général, Trump en particulier, et Jared Kushner entre autres, donc son gendre, qui effectivement avait des relations extrêmement proches avec Mohamed Ben Salman. Vous avez d'ailleurs remarqué que tous les grands PDG de multinationales faisaient la queue à Riyad pour obtenir les chèques des Saoudiens. Ce qu'ils n'avaient pas compris, parce que là, pour le coup, c'est Mohamed Ben Salman qui attendait de leur part d'avoir les chèques, leurs chèques à eux, pour le développement de sa ville touristique. Vous savez qu'il veut faire une sorte de Disneyland. C'est cette fameuse ville qui fait rigoler le monde entier, d'ailleurs. Oui, mais qui est tombé là-haut quasiment, hein, si j'ose dire, dans le désert. Donc il va en faire vraiment la ville du 21e siècle. Bon, là pour l'instant, c'est après l'assassinat de Khashoggi, tout le monde lui a tourné le dos. Et quand on a appris, si vous voulez, qu'il avait piraté le téléphone, entre autres, de Jeff Bezos, patron d'Amazon, c'est là où il avait récupéré les photos de sa maîtresse dans des positions compromettantes et osées. Je veux dire, ça fait désordre. Vous avez le patron de SoftBank qui y est aussi. Et donc, pour le coup, c'est Mohamed Ben Salman qui fait la manche. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, parce que les gens sont habitués depuis 30 ans, si vous voulez, à la magnificence, à la distribution de milliards, de centaines de millions à qui le demandent, grosso modo. Et puis là, pour le coup, c'est les Saoudiens qui font la manche à un feu rouge, comme les Roumains. Donc là, ça ne va plus. Vous voyez, il y a eu un court-circuit. Et ce court-circuit, si vous voulez, a arrêté le système saoudien des médias à cause de l'assassinat de Khashoggi. Et on a appris, si vous voulez, entre-temps, que Mohamed Ben Salman a acheté tous les logiciels espions aux Israéliens. C'est pour ça que je vous dis, je vous redonne à nouveau le contrôle du monde aujourd'hui par Israël, Arabie Saoudite et les Américains de tous les logiciels espions pour téléphone. Vous avez vu comme moi au mois de juin dernier ou au mois de juillet, parce que là même l'Élysée a essayé de masquer cette affaire, le téléphone d'Emmanuel Macron était piégé par le logiciel Pegasus israélien. Oui, mais on parle beaucoup justement de l'achat de logiciels, pas simplement pour ça d'ailleurs. Pas simplement pour ça, mais on voit bien, si vous voulez, qu'il y a un Mohamed Ben Salman. D'un autre côté, si vous voulez, c'est un moderne. C'est un homme moderne dans le sens où... Oui, mais c'est un homme paradoxal, moi je dis. Parce que, bon, il est moderne d'un côté et médiéval de l'autre. Ah, complètement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il a grandi avec tous les jeux vidéo, vous savez, Civilisation. Oui, c'était d'ailleurs son dada. Exactement, la Xbox. Voilà, ils ont passé avec tous les autres copains quand il était enfant. Et son père avait beau dire, apprenez-lui à lire ou à lire. À lire, écrire, à compter, voilà. C'était Et c'est pour ça qu'il a fait des voyages réguliers. D'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus, dans la Silicon Valley, où il a rencontré Jack Dorsey, le patron de Twitter, que j'ai rencontré également, figurez-vous, il était à Paris au mois d'octobre.
Non, il était à Paris, là. Il a rencontré Zuckerberg de Facebook, il a rencontré... il a rencontré toutes les pontes, on va dire, de la Silicon Valley, parce qu'il veut les faire venir dans sa... ville nouvelle. Ville nouvelle, hein, c'est pas Sergi II, hein, c'est Mohamed II. Vous voyez un peu l'idée. Malheureusement, les Américains, si vous voulez, sont, comme je vous l'ai dit, ils attendent l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils attendent les millions de Mohamed Ben Salman pour éventuellement faire quelque chose. Et donc là, il est bloqué. Ouais, il est complètement bloqué. Biden a une attitude assez curieuse vis-à-vis de Ben Salman. Oui, mais Biden, déjà, le problème, si vous voulez, c'est qu'il a à peu près 2 heures ou 3 heures de lucidité par jour. Le reste du temps, si vous voulez, il ne sait pas trop... Non, mais vous vous rendez compte, je veux dire, il y a eu le fameux scandale. Vous savez, ils étaient à Londres, et puis Joe Biden a eu des problèmes, on va dire, gastriques devant la reine. Je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, c'est totalement délirant, quoi. Je veux dire, c'est du jamais vu, quoi. Ou devant la cour anglaise. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'administration américaine est pilotée par Obama. Bon, ça tout le monde le sait. Hillary Clinton essaye de reprendre du pouvoir, mais elle n'y arrive pas. Kamala Harris attend que Joe Biden, dépose le bilan, qu'ils disent je peux pas continuer et ainsi de suite. Mais Joe Biden et surtout sa femme veulent garder le pouvoir, évidemment. Vous savez, quand on a le pouvoir, on le lâche pas. Hein. C'est une drogue... c'est connu. C'est hyper connu. Donc les Américains, aujourd'hui, Mohamed Ben Salman se sent lâché, entre guillemets, par les Américains, parce qu'il a plus du tout les mêmes relations qu'avec Trump. Rappelez-vous, M. Pompeo, qui est l'ancien patron de la CIA, quand on l'avait interrogé à sa descente d'avion en disant « Que pensez-vous de la disparition, de l'assassinat de Jamal Khashoggi par Mohamed Ben Salman ?» Je sais pas, j'attends des informations, on n'en est pas sûr. Enfin, vous voyez, il a botté en touche. Trump a fait exactement la même chose, il l'a défendu. Et c'est finalement Gina Haspel, qui était la grande patronne de la CIA, qui a été démise de ses fonctions avec l'arrivée de la nouvelle administration, qui a finalement donné elle a été honnête, elle a donné le résultat à Trump. Mais c'était, techniquement, c'est trop tard. Je veux dire, je pense que Mohamed Ben Salman, on va en entendre beaucoup parler dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce que je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même maintenant une opposition au sein même de la cour. Alors, ils vont pas la montrer parce qu'ils savent très bien comment il est. Je veux dire, c'est quand même un message quand il a fait découper Jamal Khashoggi en tranches. C'est quand même un sacré message que vous envoyez à votre entourage, quoi. Et en même temps, si vous voulez, il se prend pour Louis XIV. Il s'est nourri beaucoup de l'histoire de Louis XIV, donc il a acheté le château de Louis XIV, un des châteaux de Louis XIV ici dans les Yvelines. Oui, mais c'est quoi ce château, justement ? Je m'interrogeais. C'est ce qu'il a racheté intégralement. Oui, carrément, oui. Il veut le transformer, il veut avoir il a ce sens de l'histoire, mais aujourd'hui, il est sur la touche. L'Arabie Saoudite est sur la touche. Moi-même, sur mon fil Twitter, si vous voulez, chaque fois que je vois passer un tweet de Mohamed Ben Salman ou de l'ambassadeur saoudien en France ou aux États-Unis, je leur réponds systématiquement et je mets la couverture du livre de Ferhat Tounlou sur l'assassinat de Khashoggi. Vous voyez, et on est très très nombreux à faire ça. On met le hashtag Khashoggi. N'oubliez pas Khashoggi et ainsi de suite, quoi. Ça lui colle à la peau. Il peut avoir ces milliards, il peut avoir autant de milliards. Il est sali, si j'ose dire. Mohamed Ben Sali, c'est plus Salman, c'est Ben Sali. Et moi, je me disais que c'est la fin de son purgatoire. Ça fait 3 ans qu'il est... Oui, c'est 3 ans, oui. Écoutez, c'est la fin de son purgatoire, mais l'affaire a pris une telle dimension internationale. On s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas beaucoup à en parler. Non, mais en France, ils n'en ont pas beaucoup parlé parce que toute la presse est vendue aux Saoudiens. Donc, l'islam que vous voyez aujourd'hui en France, c'est majoritairement l'islam saoudien. C'est le wahhabisme, c'est ça ? Ouais, voilà. Les politiques français sont vendus soit aux Saoudiens, soit aux Qataris. Il y a même un livre qui est sorti il y a 5-6 ans qui montrait tous les députés, si vous voulez, qui allaient à l'ambassade du Qatar ou chez les Saoudiens et qui leur demandaient tant de X millions pour tel ou tel projet, blabla, etc. Mais toutes les mosquées en France sont financées soit par les Qataris, soit par les Saoudiens. Mais c'est Erdogan qu'on accuse. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'Erdogan, il finance pas grand-chose, à part 2-3 écoles. À part Strasbourg, peut-être. Et encore. Voilà, à part quelques écoles, mais Strasbourg, parce qu'en fait, il y a toute la communauté turque en Allemagne. Ne l'oubliez pas, l'Allemagne et la Turquie, c'est un couple. C'est un vieux couple. La Turquie a aidé les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, la Turquie a essayé de rester plus ou moins en dehors, enfin au moins rester neutre. Mais le fait d'avoir pris position pour les Allemands, ça a été, ils ont payé le prix très cher, les Turcs, ne l'oubliez jamais. Donc les Allemands n'ont jamais oublié, si vous voulez, que les Turcs les ont aidés,
qu'ils n'auront pas craché au visage. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne, lors de sa reconstruction, a fait venir énormément de travailleurs turcs. Tant et si bien, si vous voulez, que l'équipe de football nationale allemande, vous avez des joueurs comme Ozul ou d'autres d'origine turque, parfois d'origine serbe, mais c'est majoritairement turc. Et paradoxalement, les Allemands n'ont pas les mêmes problèmes avec l'islam turc, évidemment, parce qu'il est différent que nous avec l'islam saoudien. C'est très important de comprendre ça. Et ça, c'est quelque chose que Éric Zemmour ne comprend pas. Ça, c'est très grave d'ailleurs. Pourquoi vous mettez Zemmour dans le coup? Parce que j'étais à Villepinte, donc j'ai fait un reportage sur Villepinte, sur quotidien.com. Alors donc il disait qu'il tendait la main aux musulmans, etc., mais qu'il dénonçait... Mais il ne comprend pas, si vous voulez, que je veux dire, dénoncer l'islamisme, si vous voulez, c'est surtout... Ce qu'il faut, c'est dénoncer l'islamisme saoudien et qatari. Et c'est pas du tout la même chose que l'islam turc. Quel est l'intérêt de sortir un livre comme celui-là? Pour moi, c'est du Tintin. C'est du Tintin moderne. C'est véritablement un dépaysement complet. Ah oui, pour être dépaysé. Là, je peux vous dire que... Oui. Je veux dire, regardez The Times, ils disent que c'est explosif. Le Forbes, c'est excellent. Money Control, un travail courageux, rigoureux et louable. Yahoo Finance, un regard fascinant sur la façon dont Mohammed Ben Salman a pris le pouvoir alors que personne ne l'a vu venir. C'est tout à fait ça. Le Financial Times regorge de détails révélateurs. Ce livre est particulièrement excellent en montrant les liens entre le fonds souverain saoudien et Masayoshi Son de la SoftBank. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le résultat du travail de Hope Eshek est captivant, ça c'est Reuters. Et le New York Times, un portrait précis de l'homme et des histoires absolument époustouflantes. Et Robert Baer, qui était chef de station de la CIA au Moyen-Orient, donc il sait de quoi il parle, et il dit « Du pétrole et du sang, c'est le meilleur livre que je n'ai jamais lu sur le Moyen-Orient ». Et je suis d'accord vraiment 100% avec lui. C'est quelque chose... On n'a pas idée qu'un pays comme ça puisse encore exister au XXIe siècle, je vous l'assure. Et que les mecs peuvent encore fonctionner comme à l'époque de Lucrèce Borgia ou de Shakespeare. Vous savez, comme dans les tragédies shakespeariennes, quoi. Mais en même temps, on voit, si vous voulez, que quand vous êtes riche, à crever, c'est-à-dire vous avez des milliards à crever, eh bien, ça n'encourage qu'une seule chose, la paresse. Et c'est pour ça que les Saoudiens sont dans une sale situation aujourd'hui, malgré les milliards mais ils sont infoutus de construire quoi que ce soit sans notre aide. Mohammed Ben Salman, du pétrole et du sang, et vous pouvez l'acheter au Jardin des Livres. Merci Pierre. Merci à vous Jean-Jacques, merci de parler de ce livre qui m'a vraiment passionné pour le coup.